Dans la vidéo précédente, on avait implémenté ensemble une partie de l'authentification de notre application. Comme c'est une grosse partie, voici la deuxième partie. Aujourd'hui, on va continuer et on va implémenter la fonctionnalité d'inscription. Et on va également améliorer l'expérience utilisateur de nos formulaires en utilisant une super librairie que j'ai hâte de vous faire découvrir. Mais attention, cette vidéo va être différente des autres pour la simple et bonne raison qu'elle avait déjà été enregistrée, sauf que l'enregistrement est complètement inutilisable. Alors au lieu d'annuler les changements et de développer à vos côtés, je vais plutôt vous présenter mon avancée dans le développement de cette magnifique application. Pour les personnes qui me découvrent avec cette vidéo, vous pouvez accéder à ce repository sur GitHub. Et vous pouvez voir qu'on est à la 5e partie d'une série de formations pour implémenter une stack Remix et Nest.js. Dans la description du repository, vous trouverez les liens vers les parties précédentes. Ici par exemple, si vous cliquez sur la vidéo, sur la partie 1 dans la description, vous trouverez la playlist complète avec les vidéos précédentes de cette série. Dans notre cas, nous allons utiliser la branche qui s'appelle 04-authentication ici. C'est-à-dire que nous allons cloner ce repository en utilisant Git dans le terminal comme ceci, avec la commande git clone et le lien vers le repository, et on va lui attribuer un nom, par exemple ma superstack, ce qui va nous permettre de continuer notre développement. Ensuite, on va faire un cd sur ma superstack et un npm install comme ceci, et ce qu'on a envie de faire maintenant, c'est de faire un git checkout sur cette branche-là, donc la branche 04-authentication, comme ceci, avant de pouvoir lancer le projet. J'avais déjà le projet d'installer en local, alors je l'ai ouvert avec VS Code, et il y a également un dernier prérequis pour avancer sur ce chapitre, c'est d'utiliser Redis. On peut voir dans les fichiers qu'on a un docker compose.redis ici, et ce fichier va nous permettre d'exécuter Redis avec Docker. On utilise donc le client Docker Desktop que vous pouvez télécharger et on exécute ensuite une commande dans le terminal pour lancer un serveur de Redis sur le port 6379. Je vous rappelle donc la commande pour lancer ce fichier. Il suffit de faire un docker compose-f et le nom de ces fichiers à la racine du projet. C'est cette commande qui s'affiche dans le terminal. Du coup, c'est un docker compose-f, nom du fichier, up-build et -d pour l'exécuter en tâche de fond. Par exemple, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut stopper cette image complètement et nous allons maintenant lancer la commande, ce qui va lancer donc notre image Redis standalone, et si on retourne sur Docker, on peut voir que ça a créé un autre conteneur qui s'appelle Nest.js Remix Monorepo avec le Redis standalone qui est en train d'être exécuté. Dans la vidéo précédente, on avait également téléchargé l'application Redis Insight, ici, qui nous permet de voir toutes les données qui ont été sauvegardées dans notre base de données. Quand vous lancez l'application pour la première fois, vous arrivez sur cet écran, et ici on peut voir que l'application a déjà détecté qu'on exécutait une instance de Redis, et donc il nous suffit de cliquer dessus pour retrouver chaque session. Ici on va actualiser la page parce qu'on a changé de base de données. On a maintenant 2 sessions qui sont ouvertes pour l'utilisateur virgile@algomax.fr. Il nous suffit maintenant de retourner sur VS Code, de lancer la commande npm run dev comme ceci pour lancer le projet sur le port 3000. Et maintenant, on peut y accéder sur notre navigateur. On a donc notre application et on peut voir qu'on est déconnecté. Et pour se connecter, il nous suffit de rentrer notre email et le mot de passe ABC123. Et là, on peut voir qu'on est connecté à notre application. Alors, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que j'ai rajouté depuis la dernière fois? Eh bien, si on retourne sur le fichier login.tsx, on peut voir qu'il y a eu plusieurs changements. Le premier changement, c'est que nous avons créé un composant réutilisable qui s'appelle field ici, et qui prend en paramètre des props d'un input, des props d'un label et une liste d'erreurs. Tout est regroupé dans un div qui va contenir notre label, notre input et une liste d'erreurs, comme ceci. Maintenant, si on accède à cette page en étant déconnecté, on peut voir que c'est ce composant-là que nous avons créé. On a donc le label ici et l'input. Et si on tape un mot de passe et un email erroné, comme ceci, on verra un message d'erreur en dessous de notre input qui correspond à ce UL que nous retrouvons dans notre composant. Ce qu'on a fait également, c'est qu'on a remplacé l'élément form natif à React à l'élément form qui est un composant qu'on importe depuis Remix. Vous pouvez le voir juste ici dans cet import. On importe form avec un F majuscule depuis Remix Run/React, ce qui va permettre à Remix de s'occuper et de gérer la navigation. Parce que nous avons retiré l'action sur notre route auth login. Pourquoi on a retiré cette action?
tout simplement pour dire que le post s'effectue sur la même route, c'est-à-dire sur la route login.tfx, et la logique, eh bien, elle se trouve dans le même fichier. Ici, on exporte une fonction qui s'appelle action à l'intérieur de notre route login. Ce qui signifie que quand on va soumettre le formulaire, en cliquant sur notre bouton de type submit, ça va donc soumettre chacun de nos champs et ça va ensuite exécuter notre méthode action ici. Alors au final, qu'est-ce qui se passe à cet endroit? On récupère le form data, c'est-à-dire la valeur de chacun de nos inputs qui viennent d'être soumis dans ce formulaire. Et ensuite, on récupère un objet de type submission. Effectivement, ce code n'est pas du tout lisible, mais vous allez comprendre très vite que rajouter ce code va nous permettre d'améliorer considérablement l'expérience utilisateur. Effectivement, ce qu'on a, si on fait un console log de notre form data, nous avons donc un form data. On ne pourra pas le console log, mais on peut le transformer en objet en faisant un object.fromEntries, comme ceci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va return early pour ne pas exécuter la suite et ne plus connecter l'utilisateur temporairement pour expliquer ce qui se passe. On ouvre donc un terminal et si on effectue une soumission ici, en cliquant sur se connecter, on retrouve donc le console log avec chacun de nos champs, c'est-à-dire l'email et le mot de passe. Bien sûr, il serait totalement possible de récupérer les informations, par exemple const email est égal à formdata.getEmail et ensuite ajouter une regex pour valider l'email, et si l'email n'est pas valide, on pourrait par exemple throw une erreur, l'email n'est pas valide, comme ça. Sauf qu'on va pas du tout faire comme ça, parce que ça impliquerait qu'on implémente manuellement, à la main, chacune de nos erreurs. C'est-à-dire, est-ce que l'email est valide ou pas? Et on devra ensuite, côté client, afficher ce message d'erreur en dessous de notre input. Sauf qu'on n'a pas envie de réinventer la roue. Effectivement, on utilise une librairie qui va se servir de Zod pour valider nos données. C'est pourquoi, dans ce fichier, on peut voir qu'on importe une méthode qui s'appelle getZodConstraint et une autre méthode qui s'appelle parseWithZod qu'on importe depuis une librairie qui s'appelle conform. Et on importe également depuis cette librairie un hook qui s'appelle useForm ainsi que deux méthodes getFormProps et getInputProps. Cette librairie s'appelle conform et vous pouvez y accéder sur le site conform.guide. En gros, elle nous permet de valider nos données de formulaire de manière type-safe en utilisant les Web Fundamentals. Et il supporte les deux frameworks Remix et Next.js. Comment ça marche? Eh bien, regardons ensemble. On récupère donc notre form data, mais on ne le convertit pas en tant qu'objet. À la place, on va laisser conform utiliser notre schéma Zod et il va prendre en premier argument le form data et en deuxième argument notre schéma Zod. Si on regarde côté client, il se passe à peu près la même chose. On appelle la méthode parseWithZod qui prend un premier argument notre form data et un deuxième argument un schéma Zod. Si on clique sur le schéma Zod, on peut voir qu'il ressemble à ça. On a donc un objet avec une propriété email de type string et ensuite de type email. Et on a également une propriété password qui est un string. Et avec Zod, on peut choisir les messages d'erreur qui apparaissent en cas d'erreur au niveau de la validation. Ce qui rend Zod très utile. Mais conform nous permet de faire bien plus que ça. Parce que, effectivement, on a là notre schéma Zod, mais ensuite on le super refine. Et le super refine, ça va aller le modifier et ajouter encore un morceau de logique que cette fois on code nous-mêmes pour ajouter une nouvelle étape à cette validation. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on n'a pas rajouté cette étape directement dans la déclaration du formulaire ici? Par exemple, on pourrait très bien rajouter le super refine à cet endroit-là et ensuite, côté serveur, on pourrait supprimer tous ces morceaux de logique comme ça et ça serait quand même beaucoup plus lisible. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas parce que, effectivement, ce morceau de logique asynchrone s'exécute côté serveur. Et ce qu'on fait actuellement à ce niveau-là, c'est qu'on regarde tout simplement si l'utilisateur il existe déjà. Donc on contacte notre base de données et on lui demande est-ce que l'utilisateur existe? S'il existe, on va donc renvoyer un message d'erreur. Par contre, côté client, on n'aurait pas eu accès au contexte et à la base de données, forcément parce qu'on ne partage pas les variables d'environnement et les codes d'accès à notre base de données, ça aurait été une faille de sécurité de le faire. Par contre, cette logique de valider l'email si c'est un string et si c'est un email fonctionne très bien côté client, ici, dans notre formulaire. Du coup, on donne à Zod ce schéma et grâce aux props qu'on renvoie sur le formulaire et sur chacun de nos champs avec les méthodes getFormProps et getInputProps, ça va permettre à Conform de contrôler chacun des inputs et l'état du formulaire. C'est-à-dire que quand on va cliquer sur se connecter, avant même de soumettre le formulaire, comme on pourrait le faire avec la méthode onSubmit, ça ne va pas le soumettre, ça va d'abord le valider avec la méthode onValidate.
et ça va vérifier que l'email est bien valide. On peut faire un essai ici, on va ouvrir l'inspecteur dans Network, et si on tape un email qui n'est pas du tout valide, comme ça, on peut voir que ça m'affiche donc un message d'erreur, cet email est invalide. Et on peut voir dans Network que ça n'a fait aucun appel côté serveur, parce que ça n'a pas soumis le formulaire. Effectivement, ça a exécuté la méthode onValidate, sauf que la méthode onValidate a renvoyé des erreurs, parce que le formulaire n'est pas conforme, donc on n'a même pas appelé notre backend avec des données erronées. Ce qui veut dire qu'on économise donc des ressources, de la puissance de calcul, vu qu'on évite à notre backend de faire un traitement qui retournerait de toute manière une erreur. Par contre, maintenant, si on renvoie un email qui est valide, comme ceci, on clique sur se connecter, et cette fois, si on sélectionne les méthodes, on peut voir qu'on fait bien un post sur la route login et qu'elle renvoie une erreur avec notre payload. Effectivement, dans ce cas-là, c'est le mot de passe qui est invalide. Et la logique de ce traitement côté serveur s'effectue dans notre super refine ici. Et ça nous permet en fait d'ajouter des messages d'erreur en dessous de nos composants. Parce que, comme vous pouvez le voir ici, grâce au hook useForm et aux deux paramètres que nous avons rajoutés à cet endroit-là, en gros ce qui se passe c'est que quand on valide le formulaire côté client, on ne fait aucun appel au serveur. Donc c'est la méthode onValidate qui va afficher les erreurs à chacun des fields ici. Par contre, quand on soumet le formulaire, le serveur va nous renvoyer une réponse ici qu'on a appelée result et qu'on récupère dans le action data. Et le useActionData est un hook de Remix qui nous permet de récupérer les données côté serveur. Donc si on regarde ce qui se passe, ici, on peut voir qu'on récupère notre submission, et si notre submission status n'est pas égal à succès, donc s'il y a eu ne serait-ce qu'une erreur dans notre validation, alors on renvoie un objet result qui va contenir la réponse de notre submission. Et c'est dans cette réponse que va contenir toutes les erreurs côté serveur, et Conform il va ensuite les afficher côté client pour informer l'utilisateur qu'il y a eu des erreurs à corriger. Et comme vous pouvez voir, c'est très intelligent parce que quand on soumet le formulaire, en cas d'erreur, ça va focus l'input qui est erroné. Maintenant, si on passe cette condition, c'est que toutes les validations ont réussi, et dans ce cas-là, on est safe et on peut connecter l'utilisateur. Mais on peut le connecter seulement parce que son email est valide, et cette vérification-là, on l'a effectuée à cet endroit-là, en récupérant l'email et le mot de passe qui ont été soumis et qui ont été validés par notre schéma, mais on rajoute une validation dans le super refine qui va tout simplement check if user exists. Et on peut regarder l'implémentation de cette méthode côté client. On a donc créé cette méthode côté client dans le service auth service ici, et cette méthode prend trois paramètres, un email, un mot de passe et un booléen qu'on utilise pour valider ou non le mot de passe. Le premier morceau de logique, c'est de vérifier que l'utilisateur existe. On fait donc un find unique, et si l'utilisateur n'existe pas, on va renvoyer error à true et un message de type l'email est invalide. Maintenant, si on rajoute with password, ça veut dire qu'on aimerait valider aussi le mot de passe. Mais on ne valide pas le mot de passe lorsque l'utilisateur s'inscrit, parce que l'utilisateur ne va pas définir de mot de passe à ce moment-là. Donc on valide le mot de passe en cas de connexion, et on utilise la méthode compare depuis bcrypt à cet endroit-là pour comparer le mot de passe haché avec le mot de passe en clair que l'utilisateur vient de soumettre. Bien sûr, si le mot de passe est invalide, on va également renvoyer une erreur de type le mot de passe est invalide. Sinon, si withPassword est à false ou que le mot de passe est valide, dans les deux cas, nous allons renvoyer l'utilisateur existe et error à false. Donc dans le cas de notre connexion, si l'erreur est à false, alors on peut se connecter parce que le mot de passe a été validé et l'email a été validé. C'est exactement ce qu'on fait à cet endroit-là. On appelle donc notre méthode checkIfUserExist et on passe en argument l'email avec la vérification de mot de passe qui est activée et le mot de passe en clair. Si la validation nous renvoie ne serait-ce qu'une erreur, alors dans ce cas-là, on l'ajoute en tant que issue dans Conform, ce qui va permettre à Conform de l'afficher ici dans notre input. Sinon, s'il n'y a pas d'erreur, on ignore cette condition, et on ignore cette condition vu qu'on a un statut de success. Comme on a un statut de success, on peut ensuite récupérer l'email de notre submission.value qui nous permet d'accéder aux données qui ont été parsées et validées par Conform et Zod, et ensuite on utilise la méthode AuthenticateUser qui nous renvoie un token permettant de connecter l'utilisateur comme ceci. Dans la dernière vidéo, ce qu'on avait fait, c'est qu'on validait directement l'email et le mot de passe, pas dans une route Remix, mais directement dans notre contrôleur
Nest.js, comme ceci. Ici, à l'époque, on avait une route qui s'appelait login et qui récupérait l'email et le mot de passe dans un local hostguard, comme celui-ci. Et c'est à cet endroit qu'on gérait la logique, tout simplement. Dans la local stratégie, ici, on faisait une validation et on demandait à Prisma de nous valider le mot de passe et l'adresse email. Sauf que faire cette requête à l'API de Nest.js nous faisait quitter cette page ici, ce qui réinitialisait donc chacun des formulaires, parce qu'on accédait à une route, par exemple Authenticate, comme ça, et on avait un message d'erreur au format JSON. Ce qui n'était pas une bonne expérience utilisateur, parce que l'utilisateur voyant cette erreur, il peut pas revenir en arrière et il va avoir la flemme de re-remplir son email et son mot de passe. Maintenant, si on a déplacé toute cette logique de validation de connexion dans notre composant Remix et qu'on a téléchargé deux librairies supplémentaires, donc Zod et Conform, c'est d'un côté pour nous simplifier la vie, parce que la gestion des erreurs sera la même sur toutes nos pages, et c'est aussi pour simplifier la vie de l'utilisateur. Parce que si je tape un mot de passe erroné, comme celui-ci, on peut voir qu'on reste sur la page, et les inputs ne sont pas réinitialisés. Ça veut dire que l'utilisateur sait ce qu'il doit modifier, il peut regarder donc son mot de passe, il peut retaper son mot de passe, et il n'a pas à retaper son email. Et c'est vraiment un step up en termes d'expérience utilisateur, parce que notre utilisateur il va être heureux de ne pas avoir à remplir un formulaire à nouveau. Et ce qui est cool, c'est que j'ai également mis en place cette logique sur la page d'inscription ici. Donc on peut voir qu'on a exactement le même formulaire qui utilise les mêmes inputs. On va ouvrir le code à côté à ce niveau-là et on peut voir qu'on a donc trois inputs. Un input qui récupère le prénom, un qui récupère l'email et un qui récupère le mot de passe. Et tout ça, bien sûr, c'est encore une fois géré par Conform. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va décommenter ces lignes-là. Encore une fois, on utilise Conform sur cette page pour booster l'expérience utilisateur. Je vais vous montrer un deuxième exemple. Ici, j'ai envie de créer un compte. On va donc m'appeler virgilalgomax.fr et je vais taper un mot de passe comme ceci. Et si je clique sur je crée mon compte, là on peut voir un message d'erreur directement en dessous du champ qui a posé problème. Là on peut voir cet utilisateur existe déjà. Et c'est génial, je trouve, parce que cette validation, elle a été faite côté serveur et pas côté client, parce qu'on vérifie en faisant un appel base de données et on regarde si l'utilisateur existe. Et s'il existe, alors Zod renvoie une erreur à Conform et ensuite Conform nous affiche cette erreur en dessous de notre input. Ce qu'on aurait pu faire à cet endroit, c'est de rajouter une deuxième erreur à ce niveau-là. Par exemple, sur le nom. Donc sur le nom, si on regarde le schéma, le nom, la propriété du nom s'appelle name à cet endroit-là. Donc côté serveur, ici, on aurait pu rajouter une issue avec comme chemin le nom de la propriété et on aurait pu mettre, en récupérant donc les données qui ont bien été validées par Zod, name est déjà utilisé, par exemple, ce qui est évidemment improbable comme erreur. Et pour aller encore plus loin, dans l'improbabilité, on pourrait rajouter ça sur la propriété password. Password est pas très safe comme MDP. Et en fait, si on soumet à nouveau le formulaire, comme ceci, on peut voir qu'on a une erreur sur chacun de nos inputs. C'est-à-dire qu'ils sont tous erronés. Et ça, c'est grâce à Conform et à Zod. Parce que Conform, il va générer cette erreur-là et il va ensuite renvoyer toutes nos erreurs côté client. Et ensuite, côté client, on n'a rien de plus à faire que de récupérer ce tableau d'erreurs pour chaque propriété et de le passer ici dans notre input fields à cet endroit-là et de boucler dessus. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut évidemment avoir plusieurs erreurs. Effectivement, c'est donc un tableau d'erreurs. Donc on peut avoir comme ceci 3 erreurs sur le même formulaire. Et c'est vraiment un step up en termes d'expérience utilisateur parce que on ne réinitialise pas les champs du formulaire. Du coup, l'utilisateur, il peut constater son erreur et il peut tout de suite la corriger. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va retirer ces erreurs qui sont de toute manière uniquement à titre d'exemple et on va de nouveau analyser ce fichier. On utilise donc le composant useForm qu'on importe depuis la librairie Conform et ça prend 3 paramètres. Le last result récupère donc la réponse du serveur, c'est-à-dire est-ce que les données ont été validées ou non. Effectivement, le serveur leur envoie une réponse seulement si les données n'ont pas été validées, dans ce cas-là, avec cette condition-là. Donc si le statut de la submission n'est pas égal à success, alors on envoie une réponse avec toutes les erreurs. Sinon, on effectue une redirection. Du coup, les types ne sont pas inférés par cette méthode. Ensuite, le deuxième paramètre, c'est comme pour la méthode de connexion, on utilise donc le onValidate, ce qui nous permet, côté client, de récupérer le form data. Le form data contient donc toutes les informations de notre formulaire et ensuite, en deuxième paramètre, on donne un schéma Zod qui ressemble à celui-ci. Ça prend donc un email, un password et un name. Ce qui est génial avec Conform, c'est que si demain on change la propriété name et qu'on appelle ça first name, comme ceci,
on peut voir que on a un problème à ce niveau des types parce que on a détecté ce changement côté client. Du coup, il nous suffit juste de corriger notre erreur comme ça et maintenant c'est bon. Et côté serveur, on a également le même problème, first name, name, donc on peut tout de suite refactoriser notre code à tous les endroits qui faisaient référence à ce schéma Z. Ça c'est pour la validation côté client. Ensuite, la validation côté serveur, lorsqu'on soumet notre forme sans déclarer une action, ici, parce qu'on veut rester sur la même page, on exécute la méthode qui s'appelle action, ici. Ce qui nous permet de récupérer les données du formulaire dans le request.formData et d'effectuer une validation en utilisant ParseWithZ, qui est donc cette librairie de conforme qu'on a vu tout à l'heure. Et cette fois, comme les appels de base de données sont asynchrones, et comme notre serveur doit contacter notre base de données doit renvoyer une réponse, positive ou négative, on transforme cette validation en validation asynchrone en rajoutant le mot-clé await, qui n'est pas du tout nécessaire. Par exemple, à cet endroit-là, le ParseWithZ n'est pas asynchrone, parce qu'on valide à l'instant T les données. Ici, ce qui nous pousse à faire une validation asynchrone, c'est cet appel avec notre base de données à cet endroit-là. Sinon, on aurait tout simplement pu valider notre formulaire comme ceci, en asynchrone, en faisant la même validation que le client, et ça aurait été exactement la même logique. Mais, comme notre validation est asynchrone, on doit passer le mot-clé async et on doit await la méthode ParseWithZ. Maintenant, vous pouvez voir que lors de la méthode register et lors de la méthode login, dans les deux cas, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une redirection sur une route qui s'appelle authenticate avec un token de sécurité. Ce token, c'est le session token et on l'avait mis en place ensemble dans la vidéo précédente. Dans notre schéma Prisma, nous avons donc un modèle session qui va contenir toutes les sessions utilisateurs et ça va contenir un session token qui va permettre de connecter l'utilisateur à sa session. On redirige donc sur la méthode authenticate ici qui se trouve dans le host controller. On déclare donc une route qui s'appelle authenticate. En cas de succès, on redirige sur la page d'accueil de notre application, qui est donc cette page-là, mais cette route est protégée par un local hostguard, ici. Le local hostguard, nous l'avons mis en place ensemble dans la vidéo précédente. Le local hostguard a besoin d'avoir dans la request un email et un password. C'est pourquoi nous avons besoin de le préciser en dur, comme ceci. Ce sont des fausses informations, mais elles sont nécessaires pour pouvoir valider la suite des opérations. En fait, c'est une fausse logique qu'on a rajoutée, mais la vraie logique se trouve dans la locale stratégie, ici. Parce qu'on a donc une stratégie locale qui est utilisée de pair avec le hostguard, ici, et cette stratégie locale va nous permettre d'exécuter la méthode validate. On récupère donc notre request depuis Nest.js et cette request est accessible grâce à ce paramètre qu'on a rajouté, le passRequestToCallback, qu'on a mis à true ici, dans la méthode super du constructeur. Ensuite, on récupère donc dans notre request le token, qui est donc un paramètre d'URL. Ici, on a donc un token égal à 1, 2, 3, comme ceci par exemple, et on vérifie que cette session existe bien. Si elle n'existe pas, on renvoie une erreur à notre utilisateur. Votre session est expirée, veuillez vous reconnecter. Sauf qu'on n'a pas envie de laisser l'utilisateur sur une erreur JSON. Ici par exemple, si on envoyait n'importe quelle erreur, method not implemented par exemple, et qu'on accède à la route /authenticate, comme ceci, là on aurait une erreur sous forme de JSON. Et encore une fois, c'est pas top pour l'expérience utilisateur. On n'a pas envie de montrer cet écran à nos utilisateurs. Donc à la place, ce qu'on fait, c'est qu'on renvoie une erreur, mais on effectue également une redirection ici. Et cette erreur, nous l'avons implémentée nous-mêmes. On a appelé le fichier redirected-error.exception.ts. Il se trouve ici dans src et nous faisons un extend de l'HTTP exception qu'on importe depuis Nest.js. C'est donc une classe qui prend deux paramètres dans son constructeur, le message d'erreur et l'URL de redirection. Et on appelle ensuite la méthode super avec le message et le statut de la redirection. Ce qui nous permet d'utiliser dans notre application le redirect exception, comme ceci. Mais ce n'est pas le seul morceau de logique qui nous permet de l'utiliser. On a également dans le fichier main.ts utilisé ce qu'on appelle un global filters ici. Et vous pouvez regarder la documentation sur le site de Nest.js en tapant Nest.js exception filters ici. On a une doc très complète à ce niveau-là qui nous explique qu'on peut implémenter nous-mêmes nos propres exceptions. Ici, on peut voir donc qu'on fait un use global filters de
l'HTTP exception filter. Et si on fait une recherche de ce HTTP exception filter, on peut voir qu'on implémente nous-mêmes ce filter qui va à cet endroit-là catch toutes les exceptions et on peut rajouter un morceau de logique particulier pour chacune des erreurs que nous avons créées. Ici, par exemple, on a notre fichier qui s'appelle exception filter à cet endroit-là et j'ai copié exactement le code qu'on retrouvait sur la doc de Nest.js, mais à cet endroit-là, j'ai rajouté une condition. Si l'exception est de type redirect exception, dans ce cas-là, j'implémente la logique que j'aimerais qu'il se produise, c'est-à-dire effectuer une redirection 202 sur l'URL de redirection avec le message d'erreur dans l'URL. Maintenant, ce qui se passe si on accède à la route avec un token qui est faux comme ABC, on peut voir qu'on est redirigé à cet endroit-là avec cette URL-là. Cette URL contient donc l'URL de redirection qui est la page login avec le message d'erreur « Votre session a expiré, veuillez vous reconnecter ». De cette manière, on pourrait, côté client, afficher cette erreur sur une interface qui sera plus ergonomique et donc ça améliorerait l'expérience utilisateur. Ensuite, dans le cas d'une connexion réussie, ici, on supprime cette session qui était en fait un code à usage unique et on renvoie l'email et le user ID dans la session, ce qui va authentifier l'utilisateur dans Redis ici. Et ça va donc créer une nouvelle entrée de type session. On va le faire tout de suite, on va supprimer les deux sessions qui sont présentes dans cette base de données et on va se connecter avec l'utilisateur qui existe. On se connecte et là on peut voir qu'on est donc identifié, on peut voir notre belle navbar. Si on retourne dans Redis et qu'on actualise, on peut voir qu'on a notre nouvelle session à cet endroit-là et on a bien l'email et l'ID qui ont été sélectionnés. Si on retourne dans VS Code ici, on peut voir que ça correspond au champ qu'on a renvoyé à cet endroit-là. Maintenant, pourquoi on a implémenté l'authentification par token? C'est aussi pour pouvoir authentifier les utilisateurs grâce à l'adresse email, mais sans forcément demander un mot de passe. Par exemple, il existe plein de sites e-commerce sur lesquels il est possible de passer une commande sans créer de compte et juste en fournissant notre adresse email. Et ce que certains de ces comptes font, c'est qu'ils vont même jusqu'à connecter notre compte client sans avoir défini de mot de passe. Par contre, ensuite, il nous envoie par SMS ou par email un lien de connexion pour définir un mot de passe au bon vouloir du client. Ensuite, si on retourne dans le service host.service, on peut trouver les autres méthodes que nous avons créées. La création du compte utilisateur, on va donc utiliser bcrypt.js pour hacher notre mot de passe, comme ceci, et on crée l'utilisateur. Et on n'oublie pas, bien sûr, de transformer l'email en minuscule pour éviter toute erreur. Ensuite, la méthode AuthenticateUser qui nous permet de créer ce token de connexion s'effectue avec cette logique. On passe donc un email et on crée une nouvelle session qui prend en paramètre l'email et le session token que nous créons avec la méthode createID. Et ça, c'est une dernière librairie que nous venons de télécharger, cette fois dans Nest.js ici. Ça s'appelle parallelDrive/QID2. Pour la retrouver, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tapé npm.js QID ici, et on avait un message d'erreur qui nous disait qu'elle était dépréciée, et il nous recommandait d'utiliser parallelDrive/QID2, qui est cette librairie qui a été téléchargée 240 000 fois cette semaine, et qui nous permet très facilement de générer un token à usage unique avec la méthode createID. Maintenant, ce qu'on a envie de faire, c'est de mettre en ligne cette application et de vérifier que ça fonctionne très bien. Dans la vidéo précédente, j'avais tenté de la mettre en ligne et j'avais eu une petite erreur au niveau de la CI. Ici, l'erreur, elle était toute bête. C'était la méthode typecheck qui n'avait pas détecté la fonction getHello qu'on importait sur le fichier qui s'appelle api.tsx. Effectivement, si on regarde dans les fichiers modifiés ici, on avait un fichier api.tsx qui récupérait depuis le remix service une méthode qui s'appelait getHello, qui était une méthode de test qu'on avait implémentée au tout début, mais qu'on avait ensuite supprimée. Maintenant, j'ai supprimé donc le fichier api.tsx et ce que je peux faire, c'est faire un npm run typecheck à la racine pour vérifier qu'on n'a aucune erreur au niveau de nos types. Ça m'a l'air d'être bon. Un npm run lint comme ceci pour vérifier en local si on a des problèmes avec ESLint ou avec typecheck. On peut voir qu'on a eu une petite erreur avec ESLint. Ça va donc poser problème durant notre CI. Ici, effectivement, on récupère la request, la méthode authenticate, et on n'en fait rien parce que on effectue une redirection sur la homepage. On peut retirer ces commentaires-là. Ils étaient utilisés à l'époque pour faire un console log de l'utilisateur qui est présent dans la requête. Maintenant, si on réeffectue un npm run lint, je pense qu'on a corrigé toutes nos erreurs ESLint. Bien sûr, on a des petits avertissements, mais c'est pas nécessaire pour nous de les corriger. Bien sûr, ce qu'on a fait la dernière fois, c'est qu'on a rajouté Prisma dans le fichier Dockerfile parce que on utilise maintenant une base de données qui s'appelle schema.py.
.prisma. Donc si on regarde le Dockerfile, à cet endroit-là, on peut voir qu'on avait ces deux lignes, la 39 et la 40, qui étaient commentées en fait. Elles étaient commentées et on les a décommentées parce qu'on veut rajouter maintenant le fichier, le dossier Prisma, dans le dossier Prisma de notre machine virtuelle, et ensuite on veut faire un CD dedans et lancer la commande npx prisma generate, comme ceci. On génère donc les types et les fichiers d'exécution de Prisma pour qu'on n'ait pas d'erreur lors du déploiement de notre application. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rajouter les changements qu'on a fait, et ensuite on peut les commit en appelant add register route par exemple, et on peut ensuite push sur notre branche 04 authentication. À ce niveau-là, on va regarder maintenant les actions. Il n'y a pas d'action parce que les actions sont effectuées seulement quand on fait une pull request. Ok, donc là on peut voir que ça a pris au total 2 minutes 40 de valider toutes les étapes, ESLint, TypeScript et le build de notre image. On va regarder maintenant si c'est disponible en production sur l'adresse coup-de-pouce.varkov.fr. On peut voir que là, ça prend quand même beaucoup de temps à charger la page, donc il a dû se passer peut-être une erreur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter au serveur directement et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. En premier, on peut faire un docker ps pour lister toutes les images Docker. Ici, on peut voir qu'on a donc bien Redis qui a été créé il y a 2 minutes et on a aussi le nestjs-remix-monorepo qui a également été créé. Par contre, si on fait un docker logs de cette image-là, donc nestjs-remix, comme ceci, on peut voir ici qu'on a apparemment aucune erreur. Le projet s'est bien lancé, qui est assez étrange. Si on fait un "-f", on peut même suivre les logs de notre application ici. Alors c'est vrai que dans la dernière vidéo, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ici, dans VS Code, le docker compose.prod, il contient un volume pour persister les sessions utilisateurs. Parce que s'il ne contenait pas de volume, en fait, la base de données serait recréée à chaque fois et on perdrait toutes les données. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a bindé un volume sur le disque dur de notre VPS pour le binder au /data de notre instance Redis à cet endroit-là. Donc si on retourne maintenant dans le terminal, ici, on a ce chemin-là. Donc on peut faire un CD à l'intérieur. Donc le fichier dev existait déjà, mais dedans, on a créé le dossier volume sur lequel on peut naviguer maintenant. Et si on continue de faire des CD, on peut voir qu'on retrouve bien notre chemin complet qui était celui-là. Ce qu'on a fait pour créer ce fichier, c'est qu'on est allé dans le fichier /cd. On a donc fait un mkdir-p de notre dossier, comme ceci. Bien sûr, on a utilisé sudo, comme ceci. Et ce que ça fait, c'est que ça crée de manière récursive un dossier, comme ça, de notre dossier, comme ceci. Donc ça marche plutôt très bien. Maintenant, on va quand même supprimer ce fichier-là qui servait à titre d'exemple, mais on possède donc bien un fichier session dans notre dossier production en staging ici. On peut même faire un CD dedans, comme ceci, et si on fait un ls, on peut voir qu'il n'y a absolument aucun fichier à l'intérieur. Ça veut dire que Redis n'a rien créé pour le moment comme données. Le problème vient peut-être de là, parce qu'on peut voir à ce niveau-là qu'on n'arrive pas à se connecter en fait. Si on fait un check host du site à cet endroit-là, on peut voir qu'on détecte bien notre serveur Hostinger sur le port 85.31.239.77. Et si on raffiche notre configuration Kali, ici, on peut voir à cet endroit-là que cette URL-là, on la redirige bien sur le port 3000. Donc si on refait un docker ps à cet endroit-là, on peut voir qu'on bind bien le port 3000 au port 3000 de notre application. Donc, ce qu'on peut faire, vu que ça ne marche pas, c'est qu'on peut retirer ce volume et voir si ça venait vraiment de là. Maintenant, il y a aussi une deuxième erreur qui me gêne quand on fait un npm run dev ici, c'est qu'on a ce message d'erreur qui dit Redis is already connecting /connected. Et en fait, dans le main.ts, ici, au moment de créer le store et le Redis client, on n'est pas obligé de rajouter ce mot-clé .connect ici, parce qu'en fait il se connecte directement automatiquement. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut quand même rajouter les logs d'erreur en rajoutant un on error console.error comme ça, et on peut également rajouter un on connect comme ceci et afficher par exemple voilà connected to Redis. Maintenant si on rafraîchit la page, on peut voir que le message d'erreur il est parti et qu'on a plutôt le console log connected to Redis, et on peut donc supprimer cette ligne là. Maintenant bien sûr à cet endroit là il faut bien qu'on soit sûr de rajouter le secure quand on sera en environnement de production sur notre serveur ici. En fait si on rajoute le secure comme ça, ce que ça va faire c'est qu'on pourra plus se connecter en local, et si on le rajoute avec un process.env.node env est égal à production, quand on va exécuter le fichier en local à l'intérieur de notre Dockerfile, malheureusement ça considérera qu'on est en environnement de production. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut quand même rajouter le secure comme ceci, et dans le docker compose.dev ici, on peut
forcer l'environnement de développement pour que ça ne sécurise pas le cookie si on est en local. Donc pour rappel, ce qu'on vient de faire pour débugger à cet endroit-là, c'est qu'on a retiré le volume de Redis. Maintenant, on va réeffectuer une mise en production, remove Redis volume, et on va de nouveau faire un push sur cette branche 04 authentification, et on va de nouveau créer une pull request sur la branche main à partir de cette branche 04 authentification. Et on fait tout ça parce qu'on a envie de débugger ensemble notre application qui a l'air de pas se charger. Maintenant, on va retourner dans les actions et attendre patiemment que le build s'effectue. Ok, donc le déploiement vient d'être terminé. On peut retourner côté serveur et faire un docker ps pour vérifier que ça a bien recréé chacune des images. Et on peut même afficher de nouveau les logs de notre application. Et on peut voir que le correctif qu'on a rajouté a bien été effectué. Donc on a notre log connected to Redis. Si maintenant on essaie d'accéder au site, coupdepouce.varkov.fr, comme ceci, on peut voir qu'on n'arrive vraiment pas à y accéder. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de fuite mémoire et que ça fait cracher tout. Mais le problème, c'est qu'on n'identifie pas le problème parce qu'on n'a aucun log à ce niveau-là et on est sûr maintenant que ça ne vient pas du volume de Redis. Ce qu'on peut faire du coup pour débugger, c'est qu'on peut exécuter le Docker en local. Ici, donc c'est le fichier dockercompose.dev.yaml avec un up-build. Mais avant de l'exécuter en local, ça va faire un clash avec cette version de Redis standalone. Donc on va stopper chacun de nos containers comme ça. Et maintenant, on peut lancer la commande en n'oubliant pas le .yaml comme ceci. Ok, donc là on vient d'exécuter notre application en local avec Docker. On va se connecter au Localhost 3000 pour voir si ça fonctionne. On peut voir en local que ça a fonctionné. Bon, maintenant on va tester une connexion ici, cliquant sur Login, ABC 1, 2, 3. Là on peut voir qu'on réussit bien à se connecter. Si on clique maintenant sur la page Login pour essayer d'y accéder, on est redirigé sur la page d'accueil. C'est un morceau de logique qu'on avait également rajouté. Et si on se déconnecte ici, ça fonctionne plutôt bien. On va essayer de créer un nouveau compte. Voilà, Alfred par exemple, ABC 1, 2, 3, Virgile 3@alcomax.fr. Et là, je suis bien connecté en tant qu'Alfred. Donc ça marche en local. Je pense que le problème ne vient pas du volume. Donc on peut décommenter cette partie du fichier dockercompose.prod à cet endroit ici. Si on regarde les performances de notre serveur en exécutant la commande htop, ou on peut aussi exécuter un top comme ceci, on peut voir qu'on n'a pas l'air d'avoir trop de problèmes ici au niveau de la mémoire et du nombre de CPU et de leur utilisation. Par contre là, je viens de faire un essai, je me suis connecté en HTTP et pas en HTTPS, et là j'ai une erreur de type Apache Default 2, it works, comme ceci. C'est quand même plutôt pas mal bizarre. En fait, là, on peut voir qu'on a un problème avec Kadi Server. Donc, si on fait un sudo status de Kadi ici, on peut voir qu'il a fail. Et je comprends pas pourquoi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le débugger ensemble. Ici, on a donc notre projet coupdepouce.varkov.fr. Et ce qu'on aurait envie de faire, limite, c'est le HTTP, donc pas le HTTPS du projet coupdepouce.varkov.fr. On aurait envie de le rediriger avec un redirect comme ceci sur le site https://coupdepouce.varkov.fr. Et ça serait exactement pareil pour les autres sites, par exemple https avec un w.coupdepouce.varkov.fr et un http comme ça avec un w.coupdepouce.varkov.fr. Là, ce qu'on est en train de faire en fait, c'est qu'on est en train de prendre toutes les URL qui sont possibles pour ce site et de les rediriger sur l'URL principale qui est donc celle-ci, qui sera bien cette fois en HTTPS. Mais là, on doit quand même essayer de redémarrer ce fichier de configuration Kali. Là, on peut voir qu'on a un problème à ce niveau-là. On a toujours notre problème et on a besoin de trouver d'où ça vient. On peut bien sûr ajouter le mot-clé permanent comme ceci, mais au final, on peut aussi commenter ces dernières instructions pour voir si le problème vient de là. Ça n'a pas l'air de venir de là car on a toujours l'erreur. On va débugger en live. On va faire un sudo apt full update, ou plutôt un sudo apt update comme ceci, pour installer les dernières mises à jour de Kali, de toutes les technologies qu'on utilise. Et ensuite, on va faire un sudo apt full-upgrade comme ceci. Cette fois, ils vont nous dire qu'on a l'équivalent de 230 mégaoctets de mise à jour à faire. Donc on attend que ça mette tout à jour. Peut-être que notre problème vient de là. On espère en tout cas. Ok, donc on a fini de mettre à jour notre serveur comme ceci. Donc on va recharger tous les services ici. Le service Apache, le service cron, le service multipass. Le problème vient peut-être effectivement d'Apache en fait. C'est peut-être Apache qui a pris le dessus sur Kali Server. En fait, je crois même que c'est ça. Ici, si on fait un restart de Kali, on a toujours l'erreur. Par contre, si on fait un sudo systemctl stop Apache 2, comme ceci, et qu'on refait un restart de Kali, on peut voir que maintenant, ça fonctionne. En fait, ça venait de là. Sur ce serveur,
j'avais utilisé Apache à l'époque pour héberger un site WordPress et on peut voir que il a été réactivé au niveau peut-être d'une mise à jour. Donc là, on va décommenter nos lignes et restart Kali, comme ceci. Et maintenant, si on accède à notre site, là, j'ai actualisé la page en HTTPS et on peut voir qu'on a maintenant accès à notre application. Au final, tout va bien. Ça venait d'une erreur de configuration de notre part. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre dans le Docker Compose le volume. Ici, on va refaire une mise en prod. We fixed the error, comme ça. Et on va push sur la branche en question. Maintenant, on retourne sur GitHub une dernière fois. Et on va de nouveau créer une pull request de la branche 04 authentification sur la main, comme ceci. Ça y est, la CI est bientôt terminée, on est à l'étape de déploiement et on va bientôt pouvoir tester la connexion et l'inscription en prod. Là, on peut voir que le déploiement s'est terminé, donc on va retourner sur notre site, coup-de-pouce.varkov.fr. On est bien déconnecté, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur connexion et on va se connecter avec notre compte ici. On peut voir qu'on a une petite erreur ici au niveau du login. Donc on va tout de suite regarder les logs côté serveur pour voir d'où vient cette erreur. Et en fait, elle vient du database URL qu'on a oublié de rajouter sur GitHub. Ça aussi, c'est une erreur très commune. On a besoin ici d'aller dans les settings et tout en bas, là dans secret and variable, on va dans action et à ce niveau-là, on doit rajouter un repository secret. Donc ça sera database URL comme nom. Et là, on va retourner dans notre fichier .env en local ici et on va conserver cette URL de connexion qui nous permet d'accéder à notre base NeonTech en production. On fait ça comme ceci, donc on va coller ce secret automatiquement sur GitHub et comme on l'utilise à ce niveau-là, au niveau de notre CI au moment du build ici, maintenant qu'on vient de le rajouter, on doit quand même également le rajouter dans les fichiers de mise en prod. À ce niveau-là, donc, on va aller dans le build comme ceci et c'est dans l'action plutôt de déploiement, donc dans CI et dans cette dernière action là qui s'appelle deploy ici, on a des variables d'environnement. Donc on peut voir qu'on a turbo token et on a turbo team. Donc pour le moment ici, vu qu'on fait conditionnellement une mise en staging, une mise en prod pour l'environnement de staging et une mise en prod pour l'environnement de production, ici on peut voir d'ailleurs qu'on utilise un inv node env est égal à production, on va copier cette syntaxe turbo team ici et on va dire que le database underscore URL est égal au secrets.database URL, qui est ce qu'on a sauvegardé à ce niveau-là. Donc ici, on a notre variable d'environnement de production. Donc maintenant, on peut encore une dernière fois, cette fois, on espère mettre en prod, add database URL. On va faire un git push comme ceci. Maintenant, on va de nouveau créer la pull request pour réexécuter chacune des actions. Sauf que cette fois, ça va sauvegarder notre secret de manière sécurisée et ça va la passer dans notre instance Docker. Ici, si on retourne côté serveur, le meilleur moyen de savoir si toutes vos variables d'environnement ont été détectées, c'est de faire un Docker inspect et le nom de notre image Docker. On peut voir qu'on a donc nestjs-remix ici. Donc on va l'inspecter, nestjs remix monorepo. On va prendre le "-prod comme ça. Et là, on peut voir qu'on a donc cette interface ici et on peut retrouver toutes les variables d'environnement. Donc on a le node env qui est en production. On a le release URL qui utilise la bonne URL et on a donc d'autres variables d'environnement, mais on n'a pas le database URL qui devrait apparaître pour notre application pour se connecter à Prisma. Et après cette nouvelle mise en prod, il va apparaître quand on va faire un Docker inspect. Donc on peut, pour le moment, au lieu d'afficher tout ça, utiliser la commande grep pour n'afficher qu'une partie. Si par exemple ici, je vais prendre le nom de redis underscore URL comme ceci, ça va m'afficher la ligne qui a trouvé ce chemin-là, donc le redis underscore URL. Maintenant, c'est un petit peu plus lisible pour nous de récupérer ces informations. Le déploiement s'est effectué. Si on fait un Docker PS ici, l'instance a été recréée il y a 26 secondes. Et si on fait un grep de database URL, comme ceci, maintenant on voit cette variable d'environnement qui a été rajoutée. Donc, on va refaire une tentative, on se reconnecte une fois sur le site et on essaye de se connecter à notre compte, comme ceci. Là maintenant, on peut voir que ça a soumis le formulaire et qu'il y a un écran de chargement à ce niveau-là. Et on a de nouveau une erreur. Donc, comme quoi, ça sert à quelque chose de tester notre application. Et si on regarde les logs, comme ceci, on peut voir qu'on a un message ici qui nous dit « Please make sure your database server is running at eprofog », donc qui est tout simplement l'adresse de notre base de données Néon. Ce qu'ils sont en train de dire ici, c'est que la base de données ne répond pas. Donc soit l'URL est pas bonne, soit la base de données est hors ligne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se reconnecter à notre base de données sur Néon, comme ça, pour voir si elle a été mise hors ligne. Il n'y a pas l'air d'avoir de problème à ce niveau-là. On possède bien toutes nos branches, toutes nos tables. Donc ce qu'on peut faire, c'est se connecter dans le terminal
à notre image Docker. Donc si on fait un Docker PS ici, on peut voir que notre image Docker c'est nestjs-remix monorepo. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un Docker exec-it pour interactive et le nom de notre image et dire qu'on veut se connecter à l'emplacement sh, je crois, comme ceci. Et là, on peut voir que ça m'a ouvert un terminal à l'intérieur de l'application Docker. Et si on fait un ls ici, on a donc notre monorepo, comme ceci, et on peut tenter un cd backend et un npx prisma migrate deploy pour voir si on a des erreurs ou pas. Et là, on peut voir qu'on a donc cette erreur-là. Il n'a pas trouvé le fichier schema.prisma pour exécuter cette commande. Donc pourtant c'est étrange, on le rajoute bien. Si on fait un ls-l ici, on peut voir que dans notre backend, on a donc un dist, un package.json et un start.sh. Mais on n'a pas le fichier de la configuration Prisma. Donc ça c'est un problème, c'est un gros problème même. Donc si on retourne à notre Dockerfile ici, pourtant on avait fait un add de backend/prisma dans backend/prisma ici pour faire le npm run build et ensuite générer des node modules. Sauf qu'on a ensuite changé d'image ici, on est retourné dans runner et à cet endroit-là, on n'a pas de nouveau copié le fichier dont on avait besoin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, là on est donc dans l'action installer et on va dupliquer cette ligne et on a envie de copier du coup app backend prisma. On va copier ça et on va rajouter prisma pour dire que c'est le dossier de prisma et on va le coller là-dedans comme ceci. Donc on va faire un backend et on va remettre prisma comme ceci. On peut vérifier en local, hein. On peut vérifier en exécutant cette commande sans faire un build en local. Si on inspecte notre image ici, donc on va cliquer dans dev et dans files ici, on a donc tous nos fichiers et si on va dans notre app, on a un backend et ici on peut voir qu'on n'a pas le dossier Prisma. Donc en fait, c'est totalement de notre faute, on a oublié de le rajouter dans le Docker. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on peut cette fois vérifier en local, on va rajouter le --build pour réeffectuer un build de Prisma et cette fois rajouter ce dossier qu'on a oublié de copier. Ok, donc là l'image a terminé de build. Si on regarde sur Docker Desktop, on va réinspecter notre image, donc dans fichier toujours, app, backend. Et là cette fois on voit le dossier Prisma avec l'immigration et le schéma. Donc c'était une étape qu'on a oublié de faire. D'ailleurs, ce que je vous conseillerais de faire également, c'est de lancer la commande donc dans start.sh qui a été commenté d'ailleurs le npx prisma migrate deploy. Parce que si on avait exécuté cette commande, on aurait tenté de se connecter à la base de données et on aurait détecté le problème un petit peu plus tôt. Donc là, on va rajouter add prisma folder inside docker comme ceci. Et on va de nouveau mettre en prod et on va de nouveau créer cette pull request. Et à chaque erreur qu'on fait, on est obligé de répéter cette opération. Vous voyez, donc on a bien fait de configurer les GitHub Actions pour pouvoir déployer notre application à chaque fixe. Parce que comme ça nous permet d'être très très rapide ici. On a juste à attendre que GitHub se charge de faire le lint, le TypeScript, le build et de déployer notre appli en prod. De notre côté, on a juste à réparer les bugs, à bien configurer et ensuite ça va bien fonctionner. L'action de déploiement, c'est maintenant terminé, donc on va faire un nouvel essai. Ici, on va regarder les logs de notre serveur avec un Docker Logs et on peut voir qu'on n'a donc aucune erreur. C'est plutôt bon signe. Maintenant, si on retourne sur notre projet, ici sur la page login, on va retenter une connexion comme ceci et cette fois, ça a fonctionné, on est bien connecté. On voit donc le nom du compte qui est connecté, ça s'appelle Virgile. On peut même voir les logs dans le terminal ici, les logs de connexion qui étaient donc dans notre local stratégie. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'inscrire. On va donc créer un nouveau compte, virgile4@algomax.fr, ABC 123. Je crée mon compte et là, on peut voir qu'on est toujours connecté cette fois. Donc, l'inscription a bien fonctionné. Elle nous a également identifié et ça, c'est vraiment super. On a terminé pour l'authentification. Maintenant, on va pouvoir passer à l'implémentation des premiers features de notre application, comme lister des offres, rechercher des offres, etc. On se retrouve très bientôt pour le prochain module. À plus!